Bonjour. Troisième séance sur la philosophie de l'art, vue à partir des quatre approches qui nous semblent quatre approches décisives dans l'histoire de la pensée de l'art en général. Donc, on avait déjà déterminé quelles allaient être ces quatre approches: le formalisme, l'approche du contenu, l'approche nietzschéenne ou de la volonté de puissance, et l'approche herméneutique ou de l'esthétique ontologique, Heidegger. On avait commencé dans une première séance, la dernière fois, sur le formalisme, l'approche concrètement kantienne, car Kant, on l'avait identifié comme celui qui avait radicalisé l'approche de la forme, dans une sorte d'attitude puriste très radicale, approche qui va nous amener plus tard, au XXe siècle, à l'art abstrait, entre autres. Donc, la dernière fois, on a analysé quelle était cette approche formaliste dans l'œuvre kantienne, c'est-à-dire la thématique du goût et du jugement esthétique, qui, chez Kant, est équivalent au jugement du goût. On avait vu comment la préoccupation de cette approche, l'approche formaliste, encore une fois, et celle de Kant, c'est de différencier, déjà, distinguer les différents types de jugements qui constituent notre vie consciente. Jugement de connaissance, jugement d'agrément, jugement moral et jugement esthétique. Donc, en comprenant, c'est ça ce qu'on avait énoncé la dernière fois, en comprenant les distinctions entre ces quatre types de jugements, on allait comprendre, on allait développer, on allait analyser comme il faut en quoi consiste le jugement d'ordre esthétique. Bien, on était là. On avait déterminé déjà que chez Kant, il y a deux grands types de jugements qu'il convient de distinguer déjà. Avant de passer au caractère spécifique de ces quatre types de jugements, il y a deux grands types de jugements. Des jugements déterminants et des jugements réfléchissants. Et on était resté là. Mais on avait dit aussi en quoi consistait un jugement. Juger, ça veut dire lier un sujet particulier avec un prédicat universel, une sorte de règle ou de loi, ou ce que Kant appelle aussi le concept. Non, quand on dit un jugement de connaissance, cette figure est un triangle, on est en train de faire une synthèse, un lien, une relation entre un cas particulier et un concept général. Donc, triangle serait la règle, et cette figure-là est les types ou les cas particuliers. Maintenant, cet concept, cette règle, en l'occurrence triangle, dans les cas de jugement de connaissance, on la connaît. On connaît la règle. Donc, ce qui est la caractéristique spécifique de jugement déterminant. C'est-à-dire que l'universel, la règle, la loi, détermine les types concrets ou particuliers. Cette figure-là. Vous voyez? Il y a les concepts qui déterminent les particuliers. Dans les cas de jugement esthétique, on ne peut pas parler en ces termes-là. On ne connaît pas la règle. Quand quelqu'un dit « ce tableau est beau », la beauté n'est pas donnée. On ne la connaît pas au préalable. Ce qui pousse Kant, et donc à tous les formalistes, à dire que la règle, parce qu'il s'agit d'un jugement, quand je dis « ceci est beau », il s'agit d'un jugement. Mais comment fonder ce jugement, comment les légitimer, étant donné qu'on ne connaît pas l'universel? Eh bien, ce que pousse Kant, encore une fois, à établir, à découvrir ce type de jugement qui serait réfléchissant. Il ne s'agit donc pas de faire les liens entre une connaissance préalable, un concept universel qu'on connaît déjà, et un cas particulier, mais de proposer, d'aller à la recherche d'un universel. C'est pour ça que pour Kant, l'œuvre d'art, et donc
l'expérience esthétique en général suppose la proposition d'une loi, la proposition de ce qui pourrait être un universel de beauté. Et en l'occurrence, c'est l'œuvre qui les propose et c'est l'œuvre qui essaye de rentrer en adéquation avec sa propre proposition. Vous comprenez que ce que je suis en train de dire suppose, pour l'approche formaliste, ou dans l'approche formaliste, suppose une autonomie totale ou radicale de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art n'est pas légitimée, fondée, validée par une règle préalable, vous comprenez? Quelque chose qui viendrait la justifier en quelque sorte, en débordant de l'œuvre, mais c'est elle-même qui se propose comme loi, et c'est elle-même qui va à la recherche, qui est en quête de cette loi qu'elle-même propose. Ça, c'est une caractéristique fondamentale de l'art, selon cette perspective qui est la perspective kantienne, mais aussi, en général, la perspective formaliste. Donc, jugement pas d'ordre déterminant, la loi n'est pas donnée, mais réfléchissons. Il s'agit, dans l'expérience esthétique, de réfléchir de quelle manière l'œuvre rentre en correspondance ou est adéquate par rapport à la loi qu'elle-même proposerait. D'accord? C'est une subtilité qui n'est pas moindre dans cette perspective et dans cette définition de l'art et de l'expérience de l'art. Bien, ceci dit, on est obligé tout de suite de regarder comment Kant caractérise les éléments fondamentaux de ces 4 types de jugements que j'ai déjà nommés: connaissance, agrément, jugement pratique ou moral et esthétique. Eh bien, pour Kant, un jugement est soit subjectif ou objectif, un jugement est soit intéressé ou désintéressé. Donc on va faire une grille tout de suite qui met en place les différentes possibilités de ces caractères liés aux 4 types de jugements. Donc, un jugement est subjectif ou objectif. Et d'un autre côté, tout jugement est intéressé ou désintéressé. Bien. Un jugement sera subjectif et intéressé. Un jugement sera objectif et intéressé. Quand je dis un jugement, un type de jugement sera subjectif et désintéressé. Et un 4e sera objectif et désintéressé. Ça, c'est très kantien. La grille, c'est très kantien. Bien. Les jugements d'agrément, c'est-à-dire un jugement de ce qui est utile pour ou bon pour, bien entendu, chez Kant, il s'agira d'un jugement subjectif et intéressé. Agrément. Le jugement des connaissances sera un jugement objectif, universel et désintéressé. Tout jugement moral sera, eh bien, objectif et intéressé. Et il nous reste la cellule du jugement esthétique qui, pour Kant, sera à chaque fois, et seulement si, donc il y aura un jugement esthétique, s'il s'agissait d'un jugement subjectif et désintéressé. Donc, si on comprend l'intérêt ou le désintérêt, la subjectivité et ou l'objectivité dans les jugements, on comprendra quel est le statut de chaque type de jugement. Autrement dit, pour être un peu plus conscient, quelles seraient les conditions de possibilité pour qu'existe la possibilité de formuler un jugement de connaissance, pour formuler un jugement
moral pour formuler un jugement d'agrément ou un jugement esthétique. Faisons référence, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, hein, on est dans des petites séances de 20 minutes, faisons référence au jugement esthétique. Pour le reste, je pense, je vous laisse tranquillement. Guillaume, tu peux me dire à 20 minutes, hein, parce que j'ai oublié à nouveau de mettre les téléphones ici. Bien. Dans un jugement de goût, un jugement esthétique, pour juger du beau, on ne rapporte absolument pas la représentation qu'on a de l'objet esthétique, de l'objet artistique, à l'objet de qui il s'agit, absolument pas au niveau de la connaissance. Autrement dit, l'objet artistique ne nous intéresse pas, en tout cas, ne nous intéresse pas sa réalité. On ne connaît pas, avec un jugement esthétique, la réalité de l'objet. On rapporte la représentation qu'on se fait de l'objet à une sorte d'expérience. On éprouve si cette représentation qu'on se fait de l'objet est liée à un certain plaisir ou un certain déplaisir. Pour Kant, la beauté est intimement liée à l'expérience, à la perception ou au sentiment même du plaisir, et la laideur est liée au déplaisir. Donc, dans les jugements esthétiques, ne nous intéresse pas l'existence de l'objet. Ce qui nous intéresse, c'est la représentation qu'on se fait de l'objet et quel type de plaisir ou quel type de déplaisir, ou de quelle manière on ressent du plaisir ou du déplaisir. Donc, la beauté ou la laideur de l'objet. Donc, les beaux, la beauté est une expérience d'ordre subjectif. L'expérience de beauté, pour Kant, n'est pas vraie ou fausse. N'est pas vraie ou fausse. La vérité ou la fausseté ou l'erreur sera d'ordre de la connaissance objective, mais absolument pas d'ordre esthétique. Donc, le beau est subjectif et complètement relatif à moi, à un sujet qui juge, et complètement indépendant de l'objet. Complètement indépendant de l'objet. S'il s'agissait de prouver l'existence, par exemple, la réalité de l'objet, on devrait sortir de la cellule jugement esthétique pour penser en termes de connaissances. Vous comprenez? J'exagère la donne pour comprendre que chez Kant, ce qui compte, c'est trouver la place particulière de chaque type, pour qu'on puisse formuler chaque type de jugement. En l'occurrence, les jugements esthétiques supposent subjectivité et désintéressement. Le jugement d'agrément est aussi subjectif. Hein? Si quelque chose m'est utile pour un certain fin ou un certain but, eh bien, par exemple, si je dis ceci est bon pour, jugement d'agrément, cela, bien entendu, on peut dire même, cela me procure du plaisir, cela me procure des plaisirs. Là, on est vraiment dans les jugements d'agrément, intéressé et objectif. Et ces jugements-là est aussi subjectif, mais c'est-à-dire que le jugement d'agrément est lié ou relatif à un sujet, tel est le cas aussi du jugement esthétique. Il n'y a pas de concept non plus. Hein? Il n'y a pas une loi générale qui puisse régler l'affaire, comme dans les cas du jugement esthétique. Et il s'agit, bien entendu, d'un plaisir personnel de celui qui juge. Mais comment distinguer un jugement d'agrément et un jugement esthétique? Par l'intérêt qui suscite. On va voir ça tout de suite, parce qu'il va nous aider à comprendre l'art formaliste, de manière directe. Les jugements ici, dans les jugements d'agrément, ceci est bon pour, ceci me procure un certain plaisir pour, eh bien,
le jugement est intéressé dès que l'objet, donc intéressé, dès que l'objet qu'on juge, hein, à partir duquel on formule un jugement du type d'agrément, est l'objet d'un désir. Est l'objet d'un désir. Les sujets désirent. C'est pour ça intéressé. Il est intéressé par un certain objet. Donc c'est un objet du désir. C'est-à-dire qu'il procure une certaine satisfaction. Et c'est ça, c'est qui lie le jugement d'agrément à l'intérêt. Le jugement est intéressé si la satisfaction qu'il exprime est éprouvée par rapport à l'existence de l'objet d'un désir. Donc il y a un rapport entre l'intérêt et l'existence de l'objet du désir. Ce n'est pas du tout le cas du jugement esthétique. Et ça, c'est fondamental dans cette perspective-là. Hein. Cette perspective-là suppose le désintérêt absolu, c'est-à-dire total ou radical, c'est-à-dire une sorte de pureté de l'expérience. L'expérience esthétique est de l'ordre de la contemplation. Rien qui puisse toucher de manière plus ou moins directe à une certaine satisfaction, comment dire, charnelle ou un intérêt quelconque avec un registre, si vous voulez, du désir, doit faire partie de l'expérience. Donc c'est vraiment une expérience tout à fait dépourvue d'intérêt. La question donc, on est là, dans le désintérêt ou désintéressement du jugement esthétique, la question qu'on se pose n'est pas de savoir si l'objet va satisfaire un désir quelconque. Si on s'est posé cette question, on est dans l'agrément. Il s'agit de simplement le contempler sans autre intention. On ne peut pas avoir une autre intention. La seule intention possible, permise par cette approche, est la contemplation. Et donc, du coup, à ce moment-là, une fois que la contemplation opère, on pourra décider si, de la sorte, il procure ou non un plaisir. Mais ce plaisir c'est pas ce qu'on cherche. Si on cherchait un plaisir dans l'expérience esthétique, on serait en dehors de l'expérience esthétique, on serait dans l'agrément. Donc, le plaisir n'est pas la satisfaction d'un désir, mais c'est un plaisir d'un autre genre. En quoi consiste le plaisir pour l'approche formaliste? Dans l'expérience et là je cite Kant, du livre-jeu de nos facultés internes, c'est-à-dire de l'entendement et de l'imagination. Il y a un dialogue qui se met en place, un dialogue qui est complètement lié à la lacune des concepts, parce que si on avait un concept, il n'y a pas de dialogue. Je m'explique. Dès que l'entendement donne, du point de vue de notre conscience, de notre intelligence et de notre perception, ou même de notre psychologie, dès que la connaissance donne sa loi, dès que l'entendement connaît la règle, l'imagination ne peut que l'assimiler, l'intégrer. Ce qui se passe, c'est pour ça qu'il n'y a pas de place pour l'imagination. Autrement dit, l'imagination est complètement limitée par l'entendement, ici, dans la connaissance. L'imagination est complètement limitée par l'entendement dans la morale. Parce que dans les deux cas, il s'agit des règles qu'on connaît, soit morales ou pratiques, soit rationnelles ou pures. Dans les cas du jugement esthétique, encore une fois, on ne connaît pas la règle. C'est-à-dire que l'imagination est libre de rentrer en rapport avec l'entendement d'une manière ouverte. C'est ça notre expérience. Et l'entendement va essayer de parler avec l'imagination, c'est-à-dire de proposer des lois. Mais chaque fois, comme il s'agit du niveau du sentir, le jugement esthétique est dans le niveau du sentir, pas du concept. L'entendement ne pourra pas universaliser ce qu'il apprend de l'imagination, ou grâce à l'imagination. Dans ces dialogues libres, pas limités par l'entendement, on a du plaisir. L'imagination, cet exercice, ces pratiques, ces dialogues de nos facultés
procure, apporte une certaine, enfin pas une certaine, clairement un plaisir. Vous comprenez? Donc l'effet qu'on ne connaisse pas la règle, l'effet de la gratuité de l'expérience esthétique, parce qu'il n'est pas limité ou par des règles données, par un concept, on peut essayer, on peut aller plus loin. Mais c'est aller plus loin, l'effet d'aller plus loin suppose, chez Kant, un véritable plaisir, qui est un plaisir d'ordre psychologique, c'est-à-dire qui a lieu chez nous. L'expérience esthétique a lieu chez les spectateurs, pas sur scène, mais chez les spectateurs. Ce qui va nous permettre, on va fermer, ce qui va nous permettre plus tard, peut-être, de traiter la question de la vérité de l'œuvre d'art, où a lieu l'expérience de l'œuvre d'art. Chez Kant, pour l'approche ou dans l'approche formaliste, c'est clair, l'expérience esthétique n'a lieu que dans notre non-psychologie de spectateur. Merci, à la prochaine.